Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter une histoire qui fait bien flipper. Mais cette histoire, elle est un petit peu particulière. À la base, je devais pas la publier sur YouTube. C'est un épisode que je voulais rendre exclusif à Spotify. Parce que, déjà, l'histoire, elle touche au paranormal. C'est pas quelque chose que je fais souvent sur la chaîne YouTube. Mais vu qu'aujourd'hui, je viens de rentrer de vacances, j'ai pas eu le temps de trouver une histoire. Je me suis dit, eh bien, je vais vous publier celle-ci. Je l'ai illustrée et j'ai ajouté la bande sonore. Comme ça, au moins, vous avez une petite histoire à écouter ce soir avant de dormir. Et comme ça, les threads d'horreur classiques reprendront dès lundi. Donc, je le répète, l'histoire, elle est très différente de ce que je vous raconte d'habitude, c'est du paranormal. Vous verrez, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, moi, j'ai bien flippé, même en le racontant. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que beaucoup de personnes aimeraient ça, eh bien, j'en ferai de temps en temps sur la chaîne. Ce genre d'histoire, généralement, je les publie plutôt sur Spotify, donc si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner également au podcast. Le lien est dans la description. Voilà, moi, je vous prends pas plus de temps que ça, et je vous propose de passer à l'histoire du jour. À ce moment-là, Zoé nous raconte qu'elle a 22 ans et qu'elle vit toujours dans la maison familiale qui se trouve aux abords d'une petite forêt. Cette maison, elle se trouve également en périphérie d'une ville qui se trouve pas très loin. Sa mère, elle travaille souvent à l'hôpital de nuit et son père, lui, il est routier. Ça fait que généralement Zoé, elle passe ses soirées un petit peu seule. Elle étudie la sociologie à l'université qui se trouve juste à côté. Elle a quelques amis avec qui elle va généralement au cinéma le week-end, ça lui permet de sortir un petit peu et d'avoir une vie sociale. Et sinon, elle nous raconte que le rythme assez régulier et assez banal de sa vie d'étudiante, ça lui pèse un petit peu sur le moral, mais voilà. Elle s'y fait. Zoé, il y a un truc qu'elle aime bien, c'est les discussions qui sont assez tranquilles, la lecture, les balades en bus, ou tout simplement, elle observe les gens par la fenêtre. Le quartier où elle habite, il est plutôt calme. C'est une rangée de maisons qui ont été construites dans les années 60, donc c'est des maisons assez anciennes. Les voisins, ils se connaissent tous de vue, ils se disent bonjour, voilà, mais il n'y a pas de grosses discussions très profondes. Mais Zoé, elle nous explique qu'elle apprécie cette tranquillité parce que, ça lui donne l'impression de pouvoir se concentrer sur ses cours et ses projets tout en évoluant dans un environnement qui est sain, qui est calme, où elle peut se reposer et surtout où elle peut se concentrer. Parfois, Zoé nous raconte quand les semaines de travail où il y a beaucoup de projets à rendre, les devoirs, etc., ça lui arrive de s'accorder quelques soirées où elle regarde des séries, toute seule dans le salon avec un bol de céréales et la paix la plus totale. Ça, j'ai envie de dire, c'est souvent les meilleures soirées. Son quotidien, elle nous raconte qu'il ressemble à celui de beaucoup d'étudiants. Elle se lève assez tôt, elle prend le bus, elle suit 3 ou 4 cours, elle mange un sandwich en plein pendant la pause de midi, et puis à la fin, elle rentre. Zoé, il y a quelque chose qu'elle fait que personnellement je n'ai jamais fait de ma vie, c'est que quand elle rentre à la maison, pour ne pas être seule, elle n'écoute pas de la musique sur Spotify, elle allume la radio. Sa petite routine, c'est qu'elle dépose son sac sur la chaise de la cuisine, elle monte dans sa chambre, elle ouvre son ordinateur portable, et elle relit les notes qu'elle a prises pendant les cours, histoire que ça revienne un petit peu dans sa tête, et surtout, qu'elle les mémorise. Pour les rares fois où ses parents sont avec elle à l'heure du dîner, eh bien, ils dînent tous ensemble, ils commentent les informations qu'il y a eu à la télévision, dans le journal, et ils se moquent un petit peu de toutes les publicités qui passent en ce moment à la télévision. Jusqu'ici, vous me direz, mais Melvin, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Eh bien, j'ai envie de vous dire, attendez de suivre l'histoire. Zoé, c'est pas quelqu'un qui recherche l'aventure ou le frisson. Elle est plutôt casanière, routinière, elle aime bien tout ce qui touche à la routine, que ça ne change pas trop souvent. Vraiment, comme je vous l'ai dit, elle, ce qu'elle préfère, c'est les soirées où elle étudie jusqu'à mourir, jusqu'à carrément tomber de fatigue. Donc vous me direz s'il y a 2-3 choses un petit peu étranges qui se passent, elle va pas forcément les remarquer. Un mardi soir, Zoé, elle rentre plus tard que d'habitude parce qu'elle a eu un séminaire qui a débordé sur tout son horaire. À ce moment-là, à l'extérieur, il pleut, elle a super froid, et elle, la seule chose dont elle rêve, c'est une douche bouillante. Quand elle franchit la porte de sa maison, elle voit que le couloir est un petit peu plus sombre que d'habitude. Elle nous explique que c'est comme si l'ampoule du couloir, elle était moins puissante, qu'elle produisait moins de lumière. Mais bon, à ce moment-là, elle en a un peu rien à foutre, elle hausse les épaules, elle pose son manteau sur le porte-manteau et elle file tout droit en direction de la salle de bain. Lorsqu'elle passe devant le salon, elle s'aperçoit que l'écran de la télévision, il est tout blanc avec, vous savez, le bruit qui fait pas mal de bruit, enfin c'est une phrase un petit peu bête, mais voilà. Et surtout, il n'y a aucune chaîne qui est affichée. Bon, vu que Zoé est un petit peu tête en l'air, elle se dit qu'elle a probablement dû mal l'éteindre. Elle l'éteint et elle poursuit sa petite routine. 20 minutes plus tard, après être sortie de la douche qui s'est finalement transformée en sauna, elle entend de nouveau une sorte de bruit statique sur la télé, donc ce machin qui fait plein de bruit et qui zigzague de partout. Elle se fige, elle écoute et il n'y a rien d'autre. Elle traverse le couloir, elle arrive dans le salon et là, l'écran de la télévision est à nouveau allumé, avec le même écran que la dernière fois. Zoé, il ne faut pas rigoler avec elle, elle se dit je vais éteindre la télévision, et en plus de ça, elle tire la prise. Elle reste là, à fixer la télévision, forcément il n'y a plus de courant, donc elle n'est plus allumée. Elle hausse les épaules et là elle se dit tout simplement la prise, elle n'est plus conforme, elle n'est plus en état, et que tout simplement tout ça, ça explique l'écran blanc. La semaine qui suit, il n'y a rien de bizarre qui se passe. Zoé, elle a rangé tout ça dans sa tête et elle se dit voilà, je n'y penserai plus jamais. Mais un vendredi, alors qu'elle est en train de réviser, elle entend 4 coups qui sont frappés quelque part dans la maison, elle n'arrive pas vraiment à distinguer où. C'est un son qui est creux et régulier. Elle retire ses écouteurs, elle tend l'oreille et il n'y a plus rien. Elle continue de réviser, elle reprend sa lecture et 1 minute plus tard,
les coups reprennent et ils sont exactement identiques à la première fois. Zoé, elle descend dans la maison pour trouver d'où ça vient, elle regarde dans chaque pièce et tout est absolument calme. Elle remonte dans sa chambre, elle essaye de se reconcentrer, mais les coups, ils ne veulent pas quitter sa tête. Plus les jours passent, plus les phénomènes s'enchaînent, c'est toujours de façon subtile et toujours espacée en temps, et c'est surtout suffisamment rare pour qu'elle se dise tout est explicable. Une fois, c'est le micro-ondes qui démarre en pleine nuit avec le plateau qui tourne. Une autre fois, c'est l'ampoule de la cage d'escalier qui s'allume puis s'éteint à intervalles réguliers. Zoé, elle note tous ces incidents sur une page de son carnet. Et ça lui permet de se souvenir des dates et des heures où cela se produit. Un soir, Zoé invite 2 amis à réviser. Ils s'installent tous autour de la table du salon. Et vers 22h, ils prennent une pause. Ils vont se servir d'un verre d'eau dans la cuisine. Et alors qu'ils sont en train de discuter, le micro-ondes se met en marche absolument tout seul. Ses amis la regardent, ils sont surpris. Zoé, elle tente de sourire, elle prétend que c'est un vieux défaut électrique, mais elle voit dans les yeux de ses amis qu'ils n'y croient pas une seule seconde. Lorsque plusieurs jours après, elle retourne à l'université, elle emprunte un livre sur la parapsychologie. Elle le lit dans le bus lorsqu'elle fait les trajets, et là, elle découvre que certaines manifestations qui sont décrites dans le livre, eh bien, elles ressemblent tout simplement à ce qu'elle est en train de vivre actuellement à la maison. C'est des objets qui s'allument tout seuls, des sons répétés, une impression de présence dans une pièce qui est complètement vide. Elle se promet de garder la tête froide, de ne pas commencer à partir dans des délires. Mais un soir, où ses parents sont au travail, donc ils sont absents de la maison, elle décide de faire une expérience. Elle installe son vieux caméscope sur un trépied dans le salon, et ce caméscope, il est dirigé vers la télévision qui, elle, est débranchée. Elle laisse la caméra tourner toute la nuit. Généralement, mes amis, quand on fait ce genre d'expérience, personnellement, je le fais pas parce que j'ai peur de découvrir des choses un petit peu bizarres. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait, mais voilà, moi je reste loin de tout ça. Notre amie Zoé, elle le fait, elle filme sa télévision en continu pendant toute la nuit, et le lendemain, elle regarde l'enregistrement sur son ordinateur. Pendant presque 5 heures, il ne se passe absolument rien. Mais vers 3h42, on distingue brièvement l'écran qui s'allume un tout petit moment. Au même moment, la caméra, elle capte une sorte de murmure, un chuchotement qui est trop faible pour qu'on puisse comprendre. Zoé, elle repasse le passage 3 fois, elle note l'heure exacte où ça s'est passé, et elle continue sa vie. Un jour, c'est un dimanche matin, son téléphone il affiche plusieurs appels manqués qui viennent de sa propre ligne fixe, donc du téléphone qui est installé dans sa maison. Elle écoute les messages vocaux qui ont été laissés, et c'est un long souffle avec aucun mot. Elle va dans l'endroit où il y a le téléphone qui est branché, elle le débranche, mais là, lorsqu'elle le débranche, donc il n'y a plus d'électricité qui rentre, elle entend le téléphone qui fait le son en continu, comme quand vous essayez d'appeler un numéro qui n'est pas attribué. Là, pour elle, c'en est trop, elle prend son manteau, elle sort de la maison, et elle décide d'aller passer la journée ailleurs. Dans le bus, elle nous raconte qu'elle n'est pas au top de sa forme, elle a légèrement peur de ce qui est en train de se passer dans sa maison, et ce sentiment de plus se sentir en sécurité dans la maison, il la suit pendant toute la période d'examen. Elle révise même plus à la maison, elle révise dans des cafés, elle dort chez une amie quand elle le peut. Pourtant, quand elle finit par rentrer à la maison est calme. Les appareils restent silencieux et pendant plusieurs jours, il n'y a plus rien qui se produit. Zoé, elle respire enfin, elle pense que tout ça c'est derrière et que tout s'est arrangé. Elle remet les meubles qu'elle avait déplacés en place, elle range tous les livres qu'elle a pu lire sur les phénomènes, elle va dans sa chambre et elle se met au lit. Là, pendant plusieurs semaines, plus rien ne se produit. Vous me direz, on est content pour Zoé. Malheureusement, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Un fameux jour, on a un jeudi, Zoé va relever le courrier de la maison et elle trouve dans la boîte aux lettres une enveloppe sans timbre, sans adresse d'expéditeur, et à l'intérieur, il y a une seule photo qui est prise en noir et blanc. Sur cette photo, on y voit sa maison qui est prise pendant la nuit. Toutes les fenêtres sont sombres, sauf celle du salon où on distingue une silhouette qui est un petit peu floue. Zoé, à ce moment-là, elle ne se souvient pas d'avoir été dans le salon, et surtout à la fenêtre et surtout en pleine nuit. Elle pense d'abord que c'est une plaisanterie, c'est plutôt pour se rassurer. Et elle remarque que sur la photo, l'angle qui a été utilisé, c'est celui qui se trouve sur le trottoir d'en face. Elle décide de montrer la photo à sa maman. Elle hausse les épaules, elle comprend pas trop de quoi il s'agit. Zoé, elle voudrait croire que c'est une plaisanterie, mais elle sait bel et bien au fond d'elle que il y a quelque chose qui cloche. La première chose que Zoé fait, c'est de fermer la porte de sa chambre à clé. Surtout pendant la nuit et quand elle y est. Et avec tous ces événements qui se sont produits, elle nous raconte qu'elle devient un petit peu parano. Au moindre bruit, elle sursaute. Lorsqu'elle entend des pas dans la maison, elle se dit que c'est un fantôme alors que c'est tout simplement ses parents. Et malheureusement, tout ça, ça se ressent sur ses performances scolaires. Ses notes, elles commencent à baisser. Ses amis commence à s'inquiéter de plus en plus, mais elle ne parle plus du tout. Un soir, alors qu'elle est en train de réviser un exposé qu'elle a le lendemain, dans sa chambre, il y a une odeur de parfum qui envahit absolument toute la pièce. C'est assez discret, c'est pas le truc qui vous fait gerber, mais voilà, l'odeur est particulière. Et le problème, c'est que ça ne correspond à absolument aucun parfum des membres de la maison. Elle se lève, elle essaye de chercher d'où ça provient, mais lorsqu'elle revient s'asseoir à son bureau, le livre dans lequel elle était en train de prendre des notes, sur le marque-page, il est écrit « Regarde ». Zoé, à ce moment-là, elle se chie dessus, elle sort dans le couloir, elle appelle son père, et elle lui demande « Papa,
il faut absolument que tu rentres plus tôt. Son père, lui, il est au travail, il lui promet de faire du mieux qu'il peut. Son père, lui, il a une théorie qui est absolument tout autre qu'un fantôme qui pourrait régner dans la maison. C'est tout simplement celle d'un harceleur qui harcèlerait sa fille, qui s'incrusterait dans la maison lorsqu'on s'y attend pas, lorsqu'on n'est pas attentif. Après, vous me direz, c'est une personne, donc probablement que Zoé l'aurait vu, mais par mesure de sécurité, il change toutes les serrures de la maison. Ça lui coûte une blinde et en plus de ça, il installe une alarme. Il dit à Zoé, si jamais ça se reproduit quand tu es seul à la maison, t'hésites pas à appeler la police et eux, ils interviendront. Zoé, elle décide de croire son père, mais au fond d'elle, elle nous explique qu'elle n'y croit pas vraiment. Pour elle, un cambriolage ou quelqu'un qui l'harcèle, ça explique pas les voix qu'elle a entendues sur son enregistrement, les lumières du couloir qui commencent à baisser toutes seules, les appels bizarres, tout ce genre de choses, ça ne les explique pas. Donc, elle reste un petit peu sceptique. Une semaine plus tard, l'alarme que le papa a installée se déclenche à 4h du matin et c'est tellement fort que les voisins d'à côté sortent de leur maison. Le père aussi, toute la famille sort de la maison. Zoé, elle attend dans la rue. Non seulement elle tremble parce qu'elle a peur, mais également parce qu'elle a froid. Et tout le monde constate que la porte d'entrée n'a pas été forcée. Toutes les fenêtres sont intactes et fermées. Et pourtant, l'alarme s'est bel et bien activée. Pour la première fois, Zoé nous explique que son père, il est désemparé. Il ne croit plus trop à sa théorie de quelqu'un qui l'harcèle. Et là, il lui dit, mais c'est bizarre. C'est comme si quelqu'un était déjà dans la maison. Comment est-ce qu'il est entré? On n'en a aucune idée, mais pour moi, il y a bel et bien quelqu'un à l'intérieur. Ils rentrent tous ensemble dans la maison, ils la fouillent de fond en comble, mais malheureusement, ils ne trouvent rien du tout. Et Zoé, pendant la nuit, ainsi que toutes les nuits qui suivent, elle décide de poser un enregistreur audio dans plusieurs pièces de la maison. Les 2 premières nuits, il n'y a rien. Mais la 3e nuit, sur l'enregistrement qui donne sur le couloir, à 2h11, une voix de femme dit distinctement « Je suis là ». Zoé écoute l'extrait une dizaine de fois parce qu'elle n'y croit pas et elle décide de le faire écouter à son propre père. Là, elle voit bien que son père réagit d'une façon assez bizarre. Il n'y croit pas mais en même temps on voit qu'il est perturbé et la tension dans la maison augmente. Lorsqu'un après-midi, Zoé ouvre la porte d'entrée et elle trouve, sur le paillasson, 5 petits cailloux qui forment une flèche qui pointe vers l'intérieur. Elle ne les touche pas parce qu'elle a le réflexe de prendre une photo. Il n'y a personne dans la rue. Elle prend les cailloux, elle les balance au loin et elle referme la porte. Le soir même, elle va vérifier derrière la porte et elle bade complètement lorsqu'elle voit que les cailloux sont revenus à la même place et qu'ils pointent encore vers l'intérieur de la maison. Un samedi soir, à l'extérieur, il y a plein de vent, c'est le bordel. Zoé, elle se prépare un petit café, elle branche son ordinateur et elle s'installe à l'endroit précis où elle a enregistré le bruit. Elle se pose là, au milieu du couloir, elle est assise tranquillement. Pendant qu'elle travaille, elle place son téléphone à côté d'elle, elle enregistre le son et elle attend là. Elle travaille pendant des heures et des heures. On passe minuit sans que rien ne se soit produit. Ça commence à faire un petit peu long, Zoé elle en a marre, elle est fatiguée. Elle se dit, bon, je ferais peut-être mieux d'aller dormir. Elle se lève, et au moment où elle se lève, elle entend un craquement qui retentit juste au-dessus d'elle, dans le grenier. Puis, un nouveau craquement, mais cette fois-ci, un petit peu plus fort. C'est comme si cette fois-ci, c'était un pas humain. Zoé, là, elle a un réflexe que moi je n'aurais pas eu. Moi, je serais parti en courant, en hurlant. Elle prend une chaise, elle la pose, elle grimpe dessus, elle pousse la trappe qui mène au grenier, elle monte, elle active la lampe de poche de son téléphone. Là, elle regarde, à gauche, à droite, il fait super froid, il y a du bruit, mais comme si c'était un peu du vent. Et au moment où elle passe la lumière à quelque part, la lumière reflète sur elle. Elle décale légèrement la lampe de poche pour que ça arrête de l'éblouir, et elle voit qu'il y a un petit miroir de forme rectangulaire qui est posé au sol et qui est incliné en direction de la trappe. Quand elle le regarde, même s'il fait assez sombre, elle voit qu'il y a son visage, c'est normal, c'est un miroir, mais au moment où elle voit ça, elle croit aussi distinguer derrière une silhouette d'un homme, ou du moins d'une personne, et elle regarde vite fait à gauche à droite, voir s'il n'y en a pas d'autres, elle voit que tout est vide, et là, elle commence vraiment à bader. Vu que le miroir est à portée de main, elle le prend, elle le tourne, et elle voit que derrière, il y a un mot qui est gravé, c'est écrit « Reste ». Zoé, à ce moment-là, elle ne réfléchit pas, elle redescend du grenier. C'est limite si elle se pète la gueule de la chaise, mais ça va, ça le fait. Et pendant ce temps, son téléphone, lui, il enregistre encore le son. Elle retourne en courant dans sa chambre, elle se pose sur son lit, elle décide de couper l'enregistrement et d'écouter, et elle se fait vraiment dessus, lorsque sur l'enregistrement, elle entend une voix qui murmure « Reste avec moi ». Zoé, à ce moment-là, elle appelle le poste de police. Le policier, qui est à l'autre bout du fil, il la croit pas, mais il lui dit quand même on va passer. Mais Zoé, elle voit bien que c'est pas leur priorité, elle raccroche, elle est un petit peu frustrée. Et à 1h50, alors qu'elle s'apprête à descendre dormir, la sonnerie du téléphone fixe, donc celui qui est installé dans sa maison, se met à sonner. Alors que, souvenez-vous, elle a débranché la prise quelques jours avant. Tout à coup, la sonnerie s'arrête,
le silence revient. Et croyez-moi mes amis qu'à ce moment-là, le silence, il est extrêmement pesant. Bien évidemment, notre amie Zoé n'arrive pas à dormir. Elle est assise sur son lit, elle tient le miroir sur ses genoux. Et à nouveau, elle va faire une action qui, moi, ne me serait même pas venue à l'idée. Déjà, moi, je serais plus dans la baraque, donc c'est vite vu. Le mot qui est écrit derrière le miroir, donc reste, pour elle, ça lui semble être un indice. Cette folle retourne au grenier, elle fouille pendant plus d'une heure tout ce qu'il y a dans le grenier, et sous une planche de bois, elle trouve un carnet qui est enveloppé dans une sorte de tissu, et ce carnet, il est daté de 1992. La propriétaire, elle semble s'appeler Élise. Plus elle lit le journal de Élise, plus elle remarque que cette personne avait peur, qu'elle se sentait seule, et autant vous dire que tout lire le journal, ça lui a pris des plombes, donc Zoé, elle lit jusqu'à l'aube, et le dernier mot de ce journal, mes amis, c'est reste. Là, Zoé, elle est terrifiée, elle ferme le carnet, mais de façon bien claquée, parce qu'elle a compris que les manifestations qu'elle est en train de vivre, c'est les mêmes qui sont décrites dans le carnet. Et elle nous donne un détail, c'est que dans son carnet, Élise parle d'un homme. Cet homme, elle n'a pas son prénom, mais elle l'appelle l'homme du grenier. Par contre, elle n'a jamais pu prouver son existence. Quand le soleil se lève, Zoé, elle a une idée. Elle imprime les pages du journal où Élise, elle décrit l'homme et elle décide de les apporter au poste de police. L'officier accepte de consulter le dossier de l'époque, donc celui de 1992, mais il doute de pouvoir rouvrir une affaire qui a été classée comme un accident domestique parce que oui, Élise, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est important de le préciser, elle est décédée. Et une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire au poste de police, elle rentre, elle est complètement épuisée parce que en même temps, vous m'étonnez avec tout ce qui se passe dans sa maison. Ça ne l'empêche pas de revisiter chaque pièce de sa maison. Et lorsqu'elle arrive dans la cave, derrière la chaudière, donc vraiment, elle fouille tout de fond en comble, elle découvre un manteau d'homme qui est rangé dans un sac plastique. Elle se dit, c'est pas mon père qui aurait mis son manteau là, parce que sinon il est complètement stupide. Elle le fouille, et dans la poche, elle trouve une clé qui est complètement rouillée, et un ticket de train qui est daté de 1993, qui n'a jamais été utilisé. Elle prend en photo les objets, elle les laisse comme si elle ne les avait jamais touchés, et là, au même moment, le policier qui était avec elle au poste de police, qui a pris sa déposition, la rappelle, et il lui annonce qu'ils vont probablement rouvrir l'enquête pour peut-être la requalifier en tant qu'homicide. Parce que pour eux, ce journal qu'elle a trouvé dans le grenier, il est extrêmement suspect. La soirée continue, et vers minuit, le courant se coupe dans absolument tout le quartier. Naturellement, Zoé utilise son téléphone pour pouvoir mettre une lampe de poche. Et lorsqu'elle éclaire la porte d'entrée de sa maison, elle se fait littéralement dessus lorsqu'elle voit qu'il y a une silhouette, comme si c'était celle d'un homme. Mais le problème, c'est que cette silhouette, elle est projetée par une source de lumière qui n'existe pas. Parce que pour avoir une silhouette, il faut de la lumière, mais là, vu qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a rien. Et au même moment, ce qui est le plus flippant, c'est que Zoé, elle entend des pas qui s'approchent. Elle court, elle sort de la maison vraiment limite en hurlant. Le quartier, il est plongé dans l'obscurité, toutes les fenêtres sont sombres. Elle court sur le trottoir d'en face, elle se retourne et là, elle voit que toutes les lumières dans sa maison sont éteintes, donc tout est sombre, sauf la fenêtre du salon où il y a une lueur blanche qui se projette. Là, elle compose le numéro de la police, elle les appelle, elle n'en peut plus. Au téléphone, elle est en pleurs et pendant qu'elle est en train de parler aux policiers, la lumière dans le salon s'éteint toute seule et la porte d'entrée claque toute seule. Quelques toutes petites minutes plus tard, la police arrive, il n'y a aucune trace d'intrus et la coupure de courant, elle est attribuée à la ligne principale qui, bizarrement, aurait sauté. L'inspecteur qui est chargé de l'affaire, il examine le carnet, les enregistrements et les photos que Zoé leur a amenées. Il parle d'un possible harceleur et peut-être même du voisin d'il y a 30 ans, donc celui qui vivait au même moment qu'Élise. Mais Zoé, de nouveau, il y a un truc qui qui fait en sorte qu'elle n'y croit pas. Elle décide de reprendre le miroir qu'elle a trouvé dans le grenier et lorsqu'elle regarde derrière, le mot reste a complètement disparu. Lorsqu'elle annonce ça à l'enquêteur, il lui dit écoutez, on va envoyer une équipe de police scientifique pour prendre des empreintes, etc. Et il dit à Zoé de passer la nuit ailleurs. Si possible, il ne faut pas qu'elle contamine la scène. Bien qu'il y ait une partie de son inconscient qui lui dise reste dans la maison, elle cède et elle quitte la maison. La journée suivante, elle la passe chez sa grand-maman. L'après-midi, l'inspecteur qui est en charge de l'affaire, il la rappelle et apparemment, l'équipe scientifique qui a inspecté la maison a trouvé dans le grenier des marques de chaussures qui sont très anciennes. C'est pas les Nike qui sont là actuellement. Et le truc, c'est que lorsqu'elle en parle à ses parents et qu'elle y réfléchit, en fait, personne n'est monté dans ce grenier depuis des années. Et la taille des tas de poussière qu'il y a dans le grenier le confirme. Et apparemment, la police scientifique, ce n'est pas la seule chose qu'elle a découvert dans le grenier. Sous la trappe, elles ont découvert un petit compartiment qui contenait un objet métallique qui n'a jamais été ouvert. À 10h, tout le monde se rejoint à la maison, y compris l'inspecteur, et ils ouvrent l'objet métallique qu'ils ont trouvé dans la trappe. À l'intérieur, il y a une médaille militaire, un fragment de photo qui est déchiré, et lorsque Zoé remarque ce qu'il y a sur la photo, elle se fait dessus parce que c'est tout simplement un homme
Et cet homme, il porte le manteau qu'elle a trouvé derrière la chaudière qui se trouve dans la cave et une lettre qui n'a pas été terminée et qui a été écrite par une certaine Élise. Cette lettre, elle parle d'un locataire clandestin que son mari aurait laissé vivre dans le grenier pendant des mois et surtout sans en informer sa femme. À ce moment-là, l'enquête, elle prend un tournant absolument inattendu. Le mari d'Élise est mort en 1994, un an après sa femme, et Zoé, elle réalise que s'il avait abrité un homme, peut-être que celui-ci serait encore vivant aujourd'hui. L'idée d'un intrus explique certains bruits, mais pas les voix ni les appels du téléphone qui est débranché. L'inspecteur décide de suivre la voie qui est probable dans le sens qui ne touche pas au paranormal. Et les policiers, ils décident naturellement d'aller interroger les voisins qui sont assez âgés. Et un des voisins se souvient d'un sans-abri qui, à l'époque, traînait près des containers de la rue et qui disparaissait parfois pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles à personne. Il décrit l'homme comme étant plutôt silencieux avec un épais manteau, un regard assez fuyant et assez spécial. Et à ce moment-là, la police dresse un portrait robot, il lance un avis de recherche, mais malheureusement, personne n'y répond. Zoé et toute sa famille, à ce moment-là, retournent vivre dans la maison et là, les manifestations, elles reprennent. Mais un petit peu différemment. Il n'y a plus aucun appareil qui s'allume tout seul, comme si un fantôme appuyait sur l'interrupteur. Des fois, elle entend une sorte de respiration qui provient de derrière de la trappe du grenier. Mais là, elle ne sait pas s'il y a vraiment une respiration ou si c'est son cerveau qui lui joue des tours. Et elle flippe tellement que chaque soir, elle verrouille la porte du grenier avec un cadenas, enfin plutôt la trappe. Et plusieurs fois, le cadenas a été retrouvé ouvert par terre, donc quelqu'un l'a enlevé. Et l'enquête, elle, pendant ce temps, elle continue. Après avoir fouillé dans les archives, les enquêteurs découvrent que, au 19e siècle, le terrain sur lequel est construit la maison, il abritait un hôpital militaire provisoire qui avait été construit pour une épidémie et que malheureusement, dans cet hôpital, plusieurs soldats y sont morts. Et il n'y a aucune statue, aucune tombe qui n'a été mise sur place pour leur rendre hommage. Et Zoé, lorsqu'elle apprend cette nouvelle, à la fois elle a peur, mais à la fois elle se sent un petit peu rassurée parce que c'est comme si pour elle, le puzzle commence à se construire. Et il y a une décision qui est prise en accord avec la commune dans laquelle ils habitent, c'est de faire des fouilles dans le jardin pour voir ce qui se trouve sous la terre. Et lorsqu'ils commencent à fouiller, ils voient un cercueil qui est complètement rongé avec une plaque militaire sur laquelle il est écrit Martin. La police scientifique vient relever les restes, donc les os qui restent, et il les envoie pour analyse. Et ce soir-là, Zoé, elle va dormir chez sa grand-maman, et ce, paisiblement, pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, elle nous raconte qu'une cérémonie est organisée au cimetière de son village. Et cette cérémonie, elle est plutôt militaire parce qu'il y a plusieurs anciens combattants qui viennent rendre hommage à ces personnes qui sont décédées de l'hôpital qui avait été construit de façon temporaire. Le cercueil de ce fameux Martin qui se trouve devant Zoé à ce moment-là, donc pendant la cérémonie, il est scellé et il est descendu dans une tombe flambant neuve. Sur la pierre, il est écrit Martin, donc le nom qui figurait dans le cercueil qu'ils ont trouvé dans le jardin. Zoé, elle dépose un bouquet sur la tombe et elle dit adieu. Et la nuit qui suit, elle nous explique qu'elle est chez ses grands-parents, ses parents ont dû habiter ailleurs, de façon temporaire parce que la maison, c'est encore un lieu de crime, entre guillemets. Et elle décide quand même d'y retourner. Et ce, en pleine nuit. Elle regarde chaque porte de la maison, même si elles sont censées être scellées. Le silence, il est total. C'est pas oppressant, mais c'est pas fou comme ambiance. Dans le salon, il y a la télévision qui cette fois-ci n'est pas allumée, l'écran il est noir et j'ai envie de dire tant mieux. Et à partir de ce jour-là, à partir de la cérémonie militaire qui a été organisée, il n'y a plus jamais quelque chose qui s'est produit. Le calme est revenu, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était tourmenté ou plutôt un esprit. Et qu'en organisant cette cérémonie, ça lui a rendu hommage, ça lui a permis de apaiser son âme et qu'il a libéré la maison. Zoé, depuis ce jour-là, elle dort mieux, ses notes à l'école ont augmenté, elle discute plus avec ses amis, elle est à nouveau heureuse et toute la famille a repris une vie normale. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Comme je vous ai dit, elle est un petit peu tirée par les cheveux, c'est du paranormal. J'espère tout de même que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous propose de vous retrouver dès lundi pour un nouveau thread d'horreur classique. Je vous fais des gros bisous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.